Chapitre 2. Le départ. Mon tour du monde débuta officiellement le 14 novembre 1889 à 9h40 et 30 secondes. Ceux pour qui la journée commence à la nuit tombée et ne se termine qu'au petit matin quand ils se couchent savent combien il est perturbant de devoir se réveiller en même temps que le laitier. Je me suis tournée plusieurs fois dans mon lit avant de me décider à me lever. Encore ensommeillée, je me demandais pourquoi un lit paraît plus luxueux et une sieste plus douce lorsqu'il y a un train à prendre qu'à ces heures de sommeil libérées de tout devoir. Je me fis plus ou moins la promesse qu'à mon retour, je ferais semblant d'avoir à me lever à la hâte afin de goûter au plaisir d'une sieste volée, et ce, sans qu'elle ne mette en péril aucun de mes projets. Je somnolais, bercé par ces douces pensées, d'un réveil faussement précipité, tout en me demandant s'il n'était pas trop tard pour attraper mon bateau. J'étais bien sûr impatiente de commencer mon tour du monde, mais je pensais, paresseuse comme je suis, que si certains de ces aimables savants qui s'ingénient à imaginer des machines capables de voler consacraient un dixième de leur énergie à faire en sorte que bateaux et trains partent après le déjeuner, ils amélioreraient considérablement le sort de l'humanité. J'essayais de prendre un petit déjeuner, mais il était bien trop tôt pour que je puisse avaler quoi que ce soit. Il me fallait à présent partir. De hâtives embrassades suivirent les adieux, puis je dégringolai l'escalier en essayant de contenir la boule qui grossissait dans ma gorge. « Ne vous inquiétez pas, avais-je dit à mes proches, alors même que j'étais incapable d'articuler les deux odieuses syllabes du mot « adieu ». Je pars en vacances, et ce sera l'aventure la plus agréable qui soit. Puis, pour me mettre du baume au cœur, je songeais en marchant vers le port, qu'est-ce que 45 000 kilomètres ? Dans 75 jours et 4 heures, je serai rentrée à la maison. Des amis qui avaient eu vent de mon départ étaient venus me souhaiter bonne route. Tant que le bateau était à quai, il n'y avait rien d'autre à faire que de s'émerveiller de cette matinée ensoleillée. Mais lorsque l'on pria mes amis de redescendre la passerelle, la réalité me frappa en plein fouet. En guise d'au revoir, ils m'encouragèrent à tenir bon en me serrant la main. Face à leur regard voilé, je m'efforçai de sourire pour leur laisser le meilleur souvenir de moi. Quand le sifflet retentit et que je vis leur silhouette décroître à mesure que l'Augusta Victoria m'éloignait lentement mais sûrement de mon univers, m'emportant vers des contrées et des peuplades étrangères, tout courage m'abandonna. La tête me tournait et mon cœur semblait sur le point d'exploser. Qu'était-ce que ces 75 jours ? Pas grand-chose, mais ils me firent l'effet d'un siècle, et le monde devint une interminable ligne droite. Et enfin, pas une seule fois, je ne me retournai. Je dévisageais les passagers sur le pont. J'avais connu des périodes plus heureuses. J'avais comme envie de faire mes adieux à ce monde. « Me voici partie pour de bon ?» me lamentai-je. « Rentrerai-je seulement un jour ?» Chaleur suffocante, froid polaire, furieuse tempête, naufrage, fièvre, je ruminais tant ces futures réjouissances que j'eus l'impression d'être prisonnière d'un gouffre où toutes sortes de monstres n'attendaient que de m'engloutir. Sous le ciel dégagé, la baie ne m'avait jamais paru si belle. Tandis que notre navire fendait silencieusement les flots, les passagers s'installaient confortablement avec chaises et plaids, manifestement déterminés à profiter des bonnes choses de la vie pendant qu'il était encore temps. Newark World, 15 novembre 1889. Nellie Bly est partie. Elle entraîne les lecteurs du World dans sa grande course autour du monde. Battra-t-elle le record de Phileas Fogg ? L'intrépide globe-trotteuse du World a embarqué hier à 9h40, avec pour unique bagage une seule robe. Celle que l'on cherche tant à imiter était de bonne humeur lorsque l'Augusta Victoria a quitté la baie de New York. Une autre globe-trotteuse est déjà partie de la côte ouest et pourrait croiser Miss Bly sur le chemin du retour. Les voyageurs de New York et des autres grandes villes sont captivés par son périple. Le professeur Chauncey Depew a déclaré que le tour du monde de Nellie Bly pourrait provoquer une révolution sociale sur la côte est. Jules Verne ne va pas assez vite pour le World, a déclaré un esprit éclairé de la côte ouest. Quand nos lecteurs liront cet article, cela fera à peine un jour que Miss Bly aura pris le large.
Si un voyage qui commence bien est déjà à moitié fait, alors l'intrépide voyageuse en jupon n'a pas à s'inquiéter. On ne pouvait rêver mieux pour un premier jour en mer que ce matin-là. L'air vif de novembre mordait les jolies joues de la jeune fille qui se tenait rougissante au milieu d'un groupe de gentlemen admiratifs et plutôt envieux. Elle a conversé avec l'un d'eux, puis un autre, avant de s'adresser à tous en même temps. Quelle intrépidité! Même un gamin en vacances ne serait pas aussi enjoué. Après un bon petit déjeuner et de tendres adieux à sa mère, Nellie Bly était bien décidée à arriver à l'aube sur le steamer. Empoignant son minuscule sac de voyage tout neuf, elle a grimpé à bord du tramway direction l'embarcadère du ferry situé en bas de Christopher Street. Une vraie prise de risque que de traverser le fleuve par ce chemin incertain. Nellie Bly a attendu sur le ferry qu'un magnifique paquebot de la White Star Line libère la sortie du port de New York avant de se retrouver immobilisée au beau milieu de l'Hudson pour laisser passer des péniches qui transportaient du charbon dans un bruit assourdissant depuis le port d'Hoboken jusqu'au quai de Lackawanna. Une fois la voie libre, le ferry l'a enfin débarqué dans l'immense espace réservé à la compagnie américano-hambourgeoise. Nellie Bly s'est rapidement trouvée sous l'escorte des agents préposés aux passagers, O.L. Richards et Emile L. Bowes, qui lui ont accordé une attention privilégiée. Le capitaine Albers a été présenté à la jolie passagère et lui a assuré qu'il ferait tout son possible pour que la première partie de son grand voyage en mer et sur terre soit un franc succès. Le célèbre capitaine était convaincu qu'il pourrait déposer la jeune femme à Southampton jeudi soir et qu'après une bonne nuit de sommeil à l'hôtel, elle monterait dans l'un des 12 trains à destination de Londres. Il faut compter 2 heures de voyage entre le port de la Manche et la ville sur la Tamise. Je ne dormirai pas avant d'arriver à Londres et d'être certaine d'avoir une place dans l'un des 12 trains qui partent de la gare Victoria vendredi soir, a confié la globe-trotteuse. À ces mots, le commandant de l'Augusta Victoria lui a lancé un sourire d'approbation. Quand le pilote apparut, tous se précipitèrent vers le parapet pour le voir descendre de la petite échelle de corde. Je l'observais à mon tour, tandis qu'il prenait place dans le canot qui le ramènerait à son bateau. C'était la routine, rien de plus. Mais je ne pus m'empêcher de songer que si l'Augusta Victoria faisait naufrage, il regretterait peut-être de nous avoir ni salués ni gratifiés d'un dernier regard. « Vous voilà lancé !» s'exclama une voix derrière moi. Ce n'est que lorsque le pilote laisse les commandes au capitaine que notre voyage commence vraiment, et par conséquent, votre tour du monde vient de débuter. Par le plus grand des mystères, ces paroles transmuèrent mes pensées en ce démon des océans qu'on appelle mal de mer. C'était la première fois que je voyageais à bord d'un navire, aussi devais-je me préparer à un combat acharné avec les vagues. « Seriez-vous malade ?» Oh, il ne m'en fallut pas plus. Je me précipitai vers la rambarde. Malade ? Je regardais à l'aveuglette vers le bas, trop occupé à donner libre cours à mes émotions pour écouter ce que me murmuraient les vagues. Les gens prennent malheureusement trop peu au sérieux cette affliction. Quand je me fus essuyé les yeux, je vis partout des sourires accrochés au visage. J'ai remarqué que les passagers occupent toujours le même côté du pont, quand l'un des leurs se trouve tout à coup submergé, comme moi alors. Les sourires ne me dérangeaient nullement. Plus désagréable fut cet homme qui lança d'un ton narquois « Et ça a la prétention de faire le tour du monde !» Je me joignis au concert de rire que déclencha cette remarque. Je m'étonnais moi-même de ma témérité à relever pareil défi alors que je n'avais aucune expérience des voyages en mer. Malgré tout, pas une seule fois je ne doutais du succès de mon entreprise. Sur ce, j'allais prendre le déjeuner, comme le reste des passagers dont la plupart ne s'attardèrent pas. Je ne me souviens plus qui, de moi ou d'eux, initia le mouvement. Quoi qu'il en soit, je n'eus plus jamais l'occasion de voir autant de personnes réunies dans la salle à manger durant le reste de la traversée. Je pris mon courage à deux mains et m'assis à la gauche du capitaine. J'étais fermement résolue à me maîtriser, mais c'était sans compter cette petite voix qui me soufflait depuis les tréfonds de mon âme que cette fois-ci, ma bonne volonté ne suffirait pas. Le repas commença de manière fort plaisante. Les serveurs se faufulaient à pas feutrés entre les tables, tandis que l'orchestre attaquait une ouverture et que le charmant capitaine Albers prenait place à table. Ces convives semblaient éprouver autant de plaisir que des cyclistes s'élançant sur la plus clémente des chaussées.
Autour de la table, j'étais bien la seule à ne pas avoir le pied marin. J'étais pleinement consciente de ce fait et visiblement mes camarades l'avaient également remarqué. Quand le potage fut servi, toutes sortes de douloureuses pensées m'assaillirent et mon appréhension suffit à me donner la nausée. Je m'efforçais d'écouter mes compagnons s'extasier sur la musique, mais mon esprit était entièrement tourné vers un sujet qui n'aurait pas supporté la discussion. J'avais chaud, puis froid, je n'aurais probablement pas eu faim si j'avais été privée de nourriture une semaine entière. En fait, je savais que je ne supporterais ni la vue ni l'odeur d'aucun aliment tant que je n'aurais pas regagné la terre ferme ou appris à me maîtriser. Le poisson arriva. Le capitaine Albert s'était au beau milieu d'une bonne histoire quand je compris que je ne pourrais pas en supporter davantage. « Veuillez m'excuser » bafouillai-je avant de prendre la fuite. On me conduisit dans un coin isolé où je pus m'épancher librement, tant et si bien que je regagnai mon aplomb, et suivant le conseil du capitaine, décidai de retourner à table. « Le meilleur moyen de combattre le mal de mer, c'est de manger », avait-il en effet déclaré un peu plus tôt. Je trouvai le remède suffisamment inoffensif pour valoir la peine d'être tentée. Je retournai à ma place sous les acclamations. J'étais un peu honteuse, car je savais que je n'allais pas tarder à manquer une nouvelle fois aux règles de la bienséance, mais je me gardais bien de le leur dire. Et donc, sans surprise, je détalai bientôt aussi vite que la première fois. Je revins une nouvelle fois à table, les nerfs ébranlés et mon assurance sérieusement entamée. À peine m'étais-je rassise que je saisis le regard amusé d'un serveur, ce qui me fait plonger mon visage dans un mouchoir et m'étrangler avant même d'avoir atteint la sortie. Les « Hurrah !» qui saluèrent mon troisième retour à table manquèrent de peu de me faire perdre encore contenance. Mais quelle fut ma joie quand j'appris que le déjeuner touchait à sa fin. J'eus même le culot de déclarer qu'il avait été excellent. Ce soir-là, je me couchai de bonne heure. Comme les amitiés ne s'étaient pas encore formées parmi les passagers, je jugeai que dormir me serait sans doute plus profitable que de rester assise dans la salle de concert à contempler mes comparses engagés dans cette ennuyeuse occupation du premier jour en mer. New York World, 16 novembre 1889. Il faut se hâter. Ce bon vieil astre solaire peut-il faire 75 fois le tour de la Terre quand Nellie Bly n'en fait qu'un seul? Selon les calculs d'un Californien, le voyage peut être bouclé en 72 jours. Mais ces calculs sur le papier ne sont pas pertinents pour une course contre le temps. La dernière édition du World invite les globetrotters à réfléchir à la question. On ne compte plus les paris lancés sur le résultat final. En exclusivité pour le World. San Francisco, le 15 novembre. Le tour du monde entrepris par Miss Nellie Bly fait l'objet de nombreux paris. L'opinion est divisée à 50-50. Réussira-t-elle ou non à finir sa course dans les temps? Beaucoup d'habitants de San Francisco souhaitent surveiller l'arrivée du bateau sur lequel la jeune aventurière finira sa course. Des sources fiables prédisent que, sauf accident, Miss Nellie pourrait boucler son tour du monde en 75 jours en écrivant des articles passionnants pour le World et en se soumettant à l'examen d'aliénistes à Brindisi et Yokohama. Nellie Bly ne devrait pas passer plus de 61 jours en mer et sur les chemins de fer. Il était un peu plus de 7 heures lorsque je me mis au lit. Je me rappelle confusément m'être levée pour prendre le thé, mais hormis cela et quelques mauvais rêves, je ne me souviens de rien jusqu'à ce qu'une voix guillerette vint me tirer de mon sommeil. En ouvrant les yeux, je découvris une stewardess et une passagère, et derrière elle, le capitaine sur le seuil de la cabine. « Oh, nous vous avons cru morte !» dit ce dernier. J'aime bien faire la grasse matinée, bredouillai-je en guise d'excuse. « Ah, 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 la grasse matinée !» s'exclama-t-il, déclenchant l'hilarité des deux femmes. « Mais il est 4h30 de l'après-midi !» Pour me consoler, il ajouta « Oh, ça n'a aucune espèce d'importance. Cette bonne nuit de sommeil vous a fait le plus grand bien. Seulement, vous devez à présent vous lever et tenter d'avaler un repas consistant. » Ce que je fis avec un bon coup de fourchette, puis, plus étrange encore, je dormis comme si j'avais passé la journée en plein air. Nous naviguions par gros temps, sans que cela entame le moins du monde ma bonne humeur. Mon mal de mer avait tout à fait disparu, même si je craignais de le voir revenir. Et pourtant, je réussis bientôt à trouver mes aises. Philadelphia Inquirer, 18 novembre 1889. Le voyage
de Nellie Bly. Faites confiance aux femmes, c'est tout ce que nous demandons. Aucun doute là-dessus. En confiant à sa brillante petite journaliste une mission aussi spéciale et dangereuse, le New York World a d'un seul coup accompli pour la gente féminine ce qu'en une décennie personne n'avait réalisé. Depuis toujours, de nombreuses âmes méritantes sont restées au bas de l'échelle sous prétexte qu'on ne les pensait pas capables d'agir par elles-mêmes. Cette curieuse mais audacieuse aventure fait fi de toutes les règles qui jusqu'alors gouvernaient l'empire de la presse. Ce tour du monde célèbre le courage et l'énergie de notre sexe et ouvre grand la porte du succès aux femmes de lettres. Il est la preuve que le sexe faible, quand il est doté d'un esprit sain et d'un corps sain, et est libéré des carcans habituels, peut rivaliser avec les hommes les plus brillants. Dorothy Maddox. Un de nos sujets de conversation préférés était l'idée, souvent fausse, que se font les étrangers des Américains et de leur pays. Un passager soutenait que la plupart seraient sans doute en peine de placer les États-Unis sur une carte. Beaucoup pensent que notre pays est une petite île quasi déserte, avança le capitaine Albers. Une fois, j'ai reçu chez moi à Hoboken, près du Vieux-Port, une lettre d'Allemagne pour le capitaine Albers, première maison en Amérique. J'ai moi aussi reçu une lettre d'Allemagne, dit à son tour un de nos voisins de table qui était affligé d'une timidité si maladive que même le son de sa voix le faisait rougir jusqu'aux oreilles. L'adresse était libellée en ces termes « Hoboken, de l'autre côté des États-Unis ». Le 21 novembre, pendant le déjeuner, quelqu'un cria que la Terre était en vue. Les compagnons de Christophe Colomb montrèrent sans doute moins d'empressement en découvrant l'Amérique que les passagers qui se levèrent de table pour accourir sur le pont. J'observais moi-même ce pâle morceau de continent avec plus d'enthousiasme que s'il s'était s'agi du plus beau paysage. L'Angleterre venait à peine d'apparaître au loin que tout un tas d'individus aux visages blêmes et hébétés nous rejoignirent à l'extérieur. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'inconnus qui venaient d'embarquer, mais c'étaient tout bonnement des New-Yorkais qui avaient profité de la traversée pour se retrancher du monde. Ce soir-là, le dîner fut éblouissant. Le chef s'était surpassé en l'honneur des passagers qui descendaient à Southampton. Je ne connaissais personne à bord de la Victoria quand j'avais quitté New York 7 jours plus tôt, mais je réalisais à présent que je m'apprêtais à mettre pied à terre qu'il allait m'être difficile de leur dire au revoir. Si j'avais voyagé accompagné, je n'aurais certainement pas pris les choses autant à cœur, car je n'aurais pas eu l'occasion de me lier à eux. Ils s'étaient montrés si gentils avec moi que j'aurais été bien ingrate de ne pas les considérer comme des amis. Le capitaine Albers, qui avait servi de nombreuses années à bord d'un navire sillonnant les mers de l'Est, me prodigua ses derniers conseils pour prendre soin de ma santé durant mon voyage. À l'approche de mon départ de l'Augusta Victoria, certains me taquinèrent en me voyant toujours si déterminé à battre le record d'un personnage de roman. Je dissimulai les craintes sous une feinte jovialité. Les passagers veillèrent tard dans la nuit. Nous restâmes sur le pont à discuter et à flâner jusqu'à 2h30 du matin. Quand on annonça que le remorqueur était arrivé, nous accourûmes au parapet pour le voir approcher. Une fois qu'il fut attaché, nous descendîmes pour accueillir les nouveaux venus et recevoir des nouvelles de la terre ferme. Un homme s'inquiétait que j'aille à Londres sans escorte. Comme il était terriblement tard, ou terriblement tôt, il craignait que le correspondant chargé de venir me chercher ne pointe pas le bout de son nez. « Si personne ne se présente, je vous accompagnerai moi-même », déclara-t-il alors que je lui affirmai que je m'en sortirais parfaitement bien toute seule. Pour le rassurer, je scrutai les gens qui montaient à bord du bateau à la recherche de mon homme. Plusieurs passaient devant nous en file indienne quand un gentleman mentionna mon voyage autour du monde. Un grand jeune homme saisit la remarque au vol et, se retournant au pied de l'escalier, me dévisagea avec un sourire hésitant. « Nellie Bly ?»« Oui » acquiesçai-je en lui tendant la main. Il la serra chaleureusement, puis me demanda si j'avais fait un agréable voyage et si mon bagage était prêt à être descendu. Mon protecteur, jusqu'alors si inquiet de me voir partir seul, en profita pour papoter avec le correspondant. Après quoi, il se tourna vers moi et déclara d'un ton satisfait « Il est très bien. Si cela n'avait pas été le cas, j'aurais fait la route avec vous.
À présent, je peux dormir sur mes 2 oreilles, vous êtes entre de bonnes mains. » Je partis revigoré par la gentillesse de cet inconnu qui n'aurait pas hésité à se sacrifier pour voler au secours d'une jeune femme sans défense. Vinrent les poignées de main, les souhaits de bonne continuation, la gorge qui se serre, le cœur qui bat un peu trop fort, puis la descente au milieu des autres passagers en partance pour Londres. Le remorqueur put être détaché et nous disparûmes dans la nuit.